Bonjour Marie-Charlotte et merci de me consacrer de ton temps. Bonjour Clémentine, merci beaucoup à toi. Tu es la directrice marketing et développement à l'UNICEF à Paris. Tu travailles dans le marketing depuis un certain nombre d'années. Tu as travaillé à Médecins sans frontières avant. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours? Oui, absolument. Ça fait 23 ans que je travaille dans le secteur associatif et dans la collecte de fonds privés. J'ai fait des études assez classiques. Je suis passée par une école de commerce en rentrant et en sachant que je voulais faire quelque chose qui avait du sens sans vraiment savoir quoi. Et j'ai mis à profit un peu le grand temps disponible dont on dispose quand on est dans ces écoles-là, en m'engageant dans une association étudiante qui venait en aide aux enfants des rues. À cette occasion, je suis partie quelques mois à Ho Chi Minh, dans une association foyer d'enfants des rues, d'orphelins des rues. Et à l'époque, on les a aidés à créer leur site internet, à faire des actions de fundraising locales. Une petite claque. Et en rentrant, j'ai dit c'est bon, je sais ce que je veux faire. J'ai vu le terrain, je veux voir le siège. J'ai frappé à la porte de plusieurs organisations. Celle qui m'a ouvert la porte en juin 2003, c'est MSF, Médecins sans frontières. Et j'en suis repartie en 2017. Donc j'y suis restée 14 ans pour du fundraising en France pour le mouvement international. Au bout de 14 ans, plein de raisons qui m'ont fait dire que place aux jeunes, et voilà, même si ça reste une organisation de cœur, j'ai vécu 1000 urgences, pas sur le terrain mais au siège, c'est une expérience différente. Je voulais pouvoir travailler sur du long terme, rester dans le domaine de la santé, je suis allée dans la recherche médicale. J'ai intégré une fondation en 2018. Passionnant, sauf qu'un an et demi plus tard est arrivée l'épidémie de Covid. Donc, c'était le retour de l'urgence que je voulais mettre entre parenthèses. Donc, à l'issue de ça, j'ai compris l'urgence et moi, on était mariés, je pense, d'une certaine manière. Et donc, voilà, 4 ans et demi absolument incroyable. Et puis, est arrivée cette opportunité de travailler pour l'UNICEF, qui fait quand même la synthèse de beaucoup, beaucoup de choses. La plus belle des causes, celle de l'enfance, l'humanitaire, beaucoup de santé, mais aussi du développement. Et voilà, j'ai pris mes fonctions il y a plus de 4 ans et demi maintenant et je suis incroyablement heureuse et fière. Je crois qu'il faut le dire, quand c'est le cas, non. Tu parlais du choc ou de la claque lors de ton premier déplacement sur le terrain. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Première vraie expérience en termes de déracinement, en termes de beaucoup de choses. On vivait, alors on dormait un peu ailleurs, mais on vivait avec les enfants, on vivait avec les gens qui s'engageaient pour le faire. On a été au contact des gens qui s'engagent et qui soutenaient cette organisation-là. Et ouais, il y a un déclic qui se fait au sens où même sans avoir un parcours médical, un parcours technique, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une utilité et non pas, ce serait beaucoup trop présomptueux, changer la vie des enfants, mais contribuer à la rendre meilleure. Donc oui, une claque, parce que le Ho Chi Minh de 2003, c'est probablement plus la même chose. Mais c'est une ville qui grouille, dans laquelle la question des enfants des rues était absolument prégnante. Donc voilà, émotionnellement, personnellement, professionnellement, ça a tout changé entre l'image qu'on pouvait s'en faire et ce qu'on a vécu pendant ces quelques mois. Donc pour toi, il y a eu un avant et un après Ho Chi Minh. Ça a Complètement. déclenché véritablement Complètement. C'est ce qui t'a fait rire. Absolument. Et je m'y réfère assez régulièrement et c'est vrai que j'ai des images assez vives encore et des souvenirs et des photos aussi de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu apprendre. Mais c'est vrai qu'on fait je me rappelle aussi de faire la première expérience de quand tu rentres, tu as vécu quelque chose que les autres n'ont pas vécu. Et ça aussi, ça fait partie, je pense, de l'humanitaire. De se dire, en fait, je vais avoir du mal à partager émotionnellement, à libérer et de reprendre une vie comme si rien ne s'était passé avant. Et voilà, donc c'est pour ça que je parle de claque, ça a changé quand même beaucoup de choses, beaucoup de matrices, je pense, d'analyse et de réflexion. Quand tu es revenu d'Ho Chi Minh, donc en 2003. 2003, 2002, pardon, 2002, ouais. comment as-tu
gérer ton retour? Comment as-tu réussi à revenir, retrouver ta vie d'avant? Comment le réajustement s'est fait après cette première émission? Je pense qu'on a tous ces capacités d'adaptation, mais ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas reprendre sans ajouter un complément. Donc là, c'est là que je me suis dit, j'avais acquis cette conviction que ça y est, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai commencé à lire, à rencontrer des gens, à essayer de comprendre comment tout ça a été articulé, comment moi, avec ma formation, je pouvais faire quelque chose qui avait du sens, pousser. Donc, il y a eu ce que j'en ai fait de ce retour. Émotionnellement, c'est difficile à décrire. Je sais pas comment j'ai géré ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un déclencheur derrière pour pouvoir réfléchir, essayer de trouver ce qui était possible, ce qui pouvait avoir du sens, même si j'étais pas forcément sur le terrain. Donc j'ai mis effectivement un peu 1 an à trouver ce que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça a été un vrai booster pour postuler partout, quoi, pour que quelqu'un m'ouvre la porte. Voilà. Mais c'est peut-être assez ancien. J'ai plus d'expérience sur des déplacements récents ou sur la manière dont je les gérais. Aujourd'hui, quand je vais sur le terrain, ma stratégie, c'est la carapace complète. J'y vais, je me prépare et je me mets en carapace. C'est bien ou pas bien. Et la carapace, elle craque, mais elle peut craquer 2 jours après ou beaucoup plus tard après. J'ai un exemple, j'étais en Somalie en septembre 2023. C'est à l'occasion d'un déplacement en 2025 en Mauritanie que là, j'ai eu l'espèce de carapace qui s'est craquelée en me disant, parce que j'étais en Mauritanie et que les choses allaient bien, je me suis dit, ah mais en fait, ce que j'ai vécu en Somalie, c'était pas normal. Émotionnellement, ça n'allait pas. Donc je me mets cette carapace, j'essaie de me concentrer sur le pourquoi j'y suis. Je fais en sorte d'avoir systématiquement ma famille, mes filles notamment, au téléphone 1 fois par jour, quoi qu'il en soit. Et je me garde des temps seuls et des sas de décompression avec les collègues avec lesquels je pars. Voilà, c'est à peu près les règles que je me fixe pour tenir. Bon, maintenant, on se met ces critères, ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, c'est ces principes-là que j'essaie de mettre en place. D'accord, donc garder le contact avec sa famille, continuer à garder le sens de ce qu'on fait en ligne de mire. Tout à fait. Et se garder du temps pour soi. Absolument. Comme une bulle, en quelque sorte. Absolument, pour rester dans une bulle. D'accord. Et au retour, concrètement, comment est-ce que tu mets ça en place? Est-ce que tu as un sas de décompression? Est-ce que tu as des choses que tu fais systématiquement au retour du terrain? Je suis pas sûre de savoir vraiment répondre à cette question. Ce que je veux faire absolument, c'est passer du temps avec mes filles. Par contre, je veux pas les inonder avec des choses dures que j'ai pu avoir. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est le plus dur dans les déplacements, c'est d'être loin d'elles pendant un certain temps et qu'elles captent pas forcément ce que je suis en train de faire. Donc, repasser du temps. Et en fait, on parlait tout à l'heure du Vietnam et comment, en fait, reprendre sa vie normale, ça passe d'abord par reprendre sa vie normale d'un point de vue perso. Le pro, c'est autre chose. Mais retrouver ses temps, se faire des trucs vraiment cool et sympas. Et en fait, ça m'aide énormément. Après, voilà, on rentre sur le côté pro, tout ce qui va être débrief, terrain, tout ce qui va être qu'est-ce qu'on en ressort. Mais la priorité, c'est de se resécuriser d'un point de vue personnel. Donc remettre de la joie et de la normalité. Absolument. Qu'est-ce qui t'a convaincu que tu avais ta place dans l'humanitaire? Ce qui m'a convaincu que je pouvais moi aussi travailler dans l'humanitaire, ça a pris un petit peu de temps, j'avoue. Petit syndrome de l'imposteur, assez classique au démarrage, surtout quand on commence dans une organisation aussi impressionnante qu'est MSF, aux côtés de volontaires qui peuvent avoir 15 ans de bouteille, des médecins, etc. Et en fait, petit à petit, juste un constat, MSF, c'est un mouvement qui représente 2 milliards d'euros de budget d'aide humanitaire, l'UNICEF 9 milliards.
c'est des organisations qui se sont ultra professionnalisées. Et aujourd'hui, évidemment que le cœur de l'émission et le cœur du réacteur, c'est les bénéficiaires, c'est les volontaires, c'est les acteurs de terrain. Sauf qu'en fait, il y a besoin d'un boulot derrière, de structuration. Il y a besoin des genres de compétences qu'on peut apporter. Alors j'ai réalisé que oui, je pouvais avoir ma place dans l'humanitaire, même si mon rôle était évidemment différent de celle d'un infirmier, d'un logisticien, d'un médecin, etc. Et que mon boulot, c'était plus d'essayer de donner les moyens aux équipes de travailler que de faire à leur place. Et ça, c'est un cheminement qui prend évidemment du temps. Après, on va être clair, hein, énormément d'écoute, beaucoup d'humilité et de capacité d'adaptation. Même si j'ai jamais eu les codes du secteur for profit, voilà, c'était quand même un environnement différent. Donc comprendre nos spécificités, s'adapter et travailler. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce syndrome de l'imposteur. Le contexte est différent, ça m'a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, je pense que oui, j'ai ma place en tout cas. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a toute une machinerie derrière les médecins, derrière les logisticiens qui recherchent des fonds, qui assurent l'administration, la finance, les ressources humaines. Donc il y a tout un tas d'équipes qui supportent et qui permettent aux opérations d'avoir lieu sur le terrain. Absolument. Et on n'est pas plus important, mais on est un maillon de la chaîne à l'intérieur de ça. MSF, 98% de fonds privés, ils ne tombent pas du ciel, je crois que ça on le sait. Faut les trouver, je ne sais plus de 10 000 volontaires pour le bureau français ou quelque chose comme ça. En termes de RH, c'est important. La finance, en termes de redevabilité, des organisations humanitaires, associations sont des organisations les plus scrutées au monde. Donc en termes de qualité de gestion, qualité de redevabilité, c'est essentiel. Donc on a tous, au niveau de ces fonctions un peu dites support, ce rôle à jouer pour donner des moyens accrus à l'organisation de réaliser sa mission sociale. Qu'est-ce que le marketing a de spécifique dans l'humanitaire et comment est-ce qu'on adresse cette spécificité ? Je pense que le truc le plus important par rapport, et je dois le faire en comparaison par rapport au marketing produit, c'est qu'on ne vend rien. Quand on propose à un particulier, à une entreprise, à une fondation de donner de l'argent, la contrepartie, c'est rien, à part évidemment le reçu fiscal libératoire, en tout cas en France. Ça n'est rien d'autre que ça. Donc en tant que tel, ça va éminemment orienter la manière dont on va communiquer, ce qu'on va évoquer. Et c'est là qu'on va toucher il faut qu'on arrive à toucher les gens dans leur cœur pour susciter quelque chose qui sera du don, sans contre-don, sans prime derrière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, de la même manière que nous, on est convaincus et que ça nous associe à une cause, à convaincre que les donateurs ont leur rôle à jouer. En tant que tel, c'est peut-être ça qu'ils vont acheter d'une certaine manière. C'est leur contribution à une mission sociale. C'est le lien qu'ils peuvent avoir de manière assez indirecte avec les bénéficiaires. Donc en cascade, il y a plein de choses que ça implique en termes d'éthique, en termes de jusqu'où on va être capable d'aller, en termes de promesses, entre guillemets, parce qu'on parle de ça, en termes de ciblage. C'est radicalement différent, même si dans le fond, évidemment, on va se référer à des basiques, adresser le bon message à la bonne personne au bon moment, ça c'est les fondamentaux du marketing et ça va s'appliquer. Mais vraiment, le fait que on va solliciter des gens qui vont nous donner de l'argent sans rien attendre en retour, ça change tout dans la relation. Qu'est-ce que ça change alors dans la relation ? Eh bien, pour moi, ce qui change dans la relation, c'est qu'à partir du moment où le donateur va s'engager à tes côtés, il va s'établir, j'aime bien reprendre cette expression, d'une sorte de contrat de confiance, quoi. Tu m'as confié ces fonds suite à un message.
Moi, il faut que je sois claire sur qu'est-ce que je vais en faire, quel va être l'impact de ton don, quels sont les besoins, quels sont nos défis, de faire preuve de transparence et de redevabilité. Je pense que c'est vraiment ce qui nous distingue absolument. On est, en tant qu'association, contrôlé plus que n'importe quelle structure. En interne, on a ces mécanismes de contrôle interne. On a des organismes de contrôle externes qui sont plutôt privés, qui vont nous donner des guidelines en termes d'éthique, etc. Et puis, on a l'État, Cour des comptes, IGAS, etc. Et à tout moment, on peut être contrôlé là-dessus. Donc, en fait, on est tenu à cette relation irréprochable entre quelqu'un qui va donner son argent et sa confiance et nous qui devons en retour lui garantir qu'il a fait le bon choix et le conforter dans son choix pour qu'il reste à nos côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très différent et d'essentiel. Comment est-ce qu'on vend de l'engagement et c'est quoi un peu la psychologie du don? Alors, la psychologie du don, je vais être franche, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais en 23 ans, je n'ai toujours pas craqué le code de ça. Pas qu'on ne sache rien, évidemment, mais je ne suis pas derrière chaque donateur qui va décider un jour à 10h du matin, à 23h, que sais-je, un 31 décembre, de faire son don à une organisation. Et il y a une multiplicité de motivation et de psychologie, et il est très très difficile de faire rentrer les gens dans les cases. Il y a une chose dont on est sûr, qui est, pour moi, ce qui est vraiment le plus gros, qui est la loi de la proximité. Je donne, je m'engage pour quelque chose qui est proche de moi, auquel je m'identifie et qui me touche. 1000 exemples autour de ça qu'on peut avoir sur des grandes vagues de générosité. Je pense à l'Ukraine, qui est le truc le plus récent, qui a suscité un élan de générosité incroyable. Le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte il n'y a pas très longtemps. Plus loin, le tsunami, qui pour d'autres raisons aussi, mais toujours en lien avec la proximité, a suscité ces mois. On le sait, ça nous touche. Voilà. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte, et on le constate, même si on n'est pas capable de le décrypter. Il y a évidemment l'histoire personnelle. Il peut y avoir des choix purement rationnels. Le jour où tu décides de remplir un bulletin de soutien pour faire un don dans la durée chaque mois, on est beaucoup plus dans la rationalité et dans l'organisation de ça. On peut avoir des mouvements collectifs, des mouvements de plus en plus aussi communautaires. J'appartiens à une communauté et on partage un même corpus de valeurs et on se dit tiens, on va s'engager pour ça, ça compte. Et puis des choses beaucoup plus terre à terre. L'incentive fiscal en France. Et donc, quand tu croises toute cette myriade de possibles motivations ou de raisons, tu tombes sur un sujet de la psychologie du don qui est inépuisable, en fait, et qui est, alors, c'est à la fois assez frustrant de ne pas être capable de mettre les gens dans les cases, mais est-ce que tu t'interroges quand toi, tu es en train de faire ton don, comment tu raisonnes? Moi, j'ai fait l'exercice, mon conjoint et moi, on n'a pas du tout les mêmes réflexes quand on fait le don. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel et d'une richesse incroyable qu'on n'a pas fini de décrypter, en tout cas. Est-ce qu'à l'UNICEF, vous avez des interdits en termes de marketing et si oui, lesquels? Alors, je te confirme qu'à l'UNICEF, et comme dans la plupart des organisations, on a évidemment des interdits. On a un cadre, en tout cas, très important et des lignes rouges qu'on ne franchira pas. La base, c'est qu'on est clair, qu'on est transparent, qu'on a une communication authentique. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on va raconter sur les récits des familles, des enfants, ils sont authentiques, ils sont vérifiés. On a eu l'accord des familles, on s'est assuré en termes de guidelines que tout était juste. On n'ira jamais déformer les propos pour que, entre guillemets, ça soit avantageux dans un narratif marketing. Ça, c'est les lignes rouges. Même chose sur l'utilisation, évidemment,
des photos, jamais d'images dégradantes, jamais d'enfants seuls, en détresse, qui pourraient lui porter préjudice. On a toute une politique dite de child safeguarding, qui est vraiment un phare, vraiment une boussole, et qui nous crée l'ensemble de ces interdits. On a aussi cet impératif d'être responsable d'un point de vue marketing. Il y a beaucoup d'organisations qui, pour obtenir un don, pratiquent ce qu'on appelle une technique dite de l'endettement. Alors l'endettement, c'est quoi ? Tu envoies un mailing et tu offres des petits cadeaux en espérant que le fait que tu aies offert des cadeaux endette, entre guillemets, cette personne-là pour qu'elle te fasse. Donc, dans le range des cadeaux, tu peux avoir juste des étiquettes personnalisées qui sont finalement tout ce que tu reçois. Et puis, tu peux aller jusqu'à des chaussettes, des gants, ou, voilà, pour pouvoir susciter le don. Là, ça, on n'ira jamais aussi là-dessus. Pourquoi ? Parce que on en revient au basique. Le don, il est gratuit. Le don, il n'y a rien en retour. Et il faut qu'on s'assure qu'on reste dans un cadre marketing qui est sain et des relations qui sont saines et transparentes avec l'ensemble de nos donateurs. On est clair aussi sur des basiques, affectation du don, à quoi il va servir votre don, redevabilité. On va donner des exemples ou des équivalences de dons. Par exemple, votre don vous permettra de, mais jamais on dira avec 30 €, on fait ça. Ça sera faux. C'est des exemples, c'est des illustrations. Il faut qu'on soit très, très attentif à ce genre de choses. Voilà. Et puis, il faut qu'on s'assure, c'est le dernier point, je dirais, que chaque euro qu'on va investir a la plus grande chance de ramener de l'argent, parce que l'argent des donateurs n'a pas vocation à être dépensé pour le marketing, mais bien pour les programmes, pour les enfants. Donc j'identifie 2 piliers clés, la déclinaison des principes de protection de l'enfance dans votre stratégie et politique Absolument. marketing, et puis la transparence financière. Absolument. Et je dirais la redevabilité vis-à-vis du donateur. Absolument, c'est tout à fait bien résumé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de nombreux débats. Dans quelle mesure est-ce que l'IA impacte le marketing à l'UNICEF et comment est-ce que vous arrivez à poser des limites ? Effectivement, à l'instar de la révolution qu'a créée Internet, l'apparition des réseaux sociaux, etc., le nouvel gros éléphant dans la pièce, c'est effectivement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Notre réflexion, je pense qu'elle est proche de celle de nombreuses organisations dans le secteur. Il faut qu'on soit pragmatique, car l'intelligence artificielle est porteur de vraies opportunités de gains d'efficacité, de productivité. Rappelons aussi qu'en termes de contraintes, en termes de marketing, on a beaucoup moins de moyens que le secteur for profit, avec des impératifs de rentabilité beaucoup plus importants. Donc, tout ce qui va nous permettre d'être plus efficace de manière générale et de se délester peut-être de choses qui ont moins de valeur ajoutée, c'est des choses qui sont bonnes à prendre, mais dans un certain cadre, et on ne pourra pas s'autoriser à faire n'importe quoi. Donc, là encore, on considère l'utilisation de l'IA en tenant compte de tous les biais et tous les risques qu'il peut y avoir associés. Donc, les risques d'éthique, et là j'en reviens un peu au principe de politique de sauvegarde de l'enfant. On n'ira jamais sur des IA génératives qui vont créer de toutes pièces des témoignages d'enfants, des images d'enfants. L'utilisation de l'IA ne doit pas être à l'encontre de l'authenticité de notre communication, qui est les 2 pieds ancrés vraiment dans la réalité. Ça, c'est vraiment la première ligne rouge, c'est vrai, qu'on ne franchira jamais. La deuxième, et qui est vraiment très très importante aussi, et on en vient à tout cet engagement de redevabilité, de transparence vis-à-vis de nos donateurs, on n'utilisera jamais l'intelligence artificielle pour prendre des décisions à notre place sur la base de la manipulation des données ou de calcul de données ou de prévision.
On ne laissera jamais l'UNIA faire le boulot. On pourra lui demander de nous aider, mais en tout cas, en aucun cas, elle ne nous remplacera. On est très attentif aussi aux enjeux de confidentialité et de protection des données, notamment de nos donateurs, de tout le respect du règlement général sur la protection des données, pour s'assurer qu'aucune donnée relative à nos donateurs ne passera par les fourches codines d'une IA publique. Et enfin, on considère aussi l'enjeu environnemental, en lien avec concrètement l'impact aujourd'hui qu'a le changement climatique sur la vie de millions d'enfants, presque milliards d'enfants dans le monde, en privilégiant des IA plutôt frugales, plutôt locales, et qui sont proportionnées à l'utilisation qu'on va en avoir. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce cadre-là pour s'assurer que notre utilisation, elle sera proportionnée et utile à nos actions, sans revenir ou sans contredire à nos valeurs, à nos missions sociales et à l'ensemble des bénéficiaires de l'action de l'UNICEF. Donc vous êtes déjà très avancé sur votre gestion de l'IA. Dans la réflexion, en tout cas. Et l'implémentation va venir dans le courant de l'année 2026, mais je pense qu'on est déjà un peu en retard, en vrai, pour être honnête. En termes de marketing, est-ce que c'est aussi facile ou c'est aussi difficile de collecter des fonds pour un enfant qui sera, par exemple, au Soudan, ou qui sera en Ukraine, ou encore ailleurs? Franchement, merci de poser cette question-là, parce que c'est une question qui me taraude et qui est la plus grosse frustration professionnelle que j'ai pu avoir, et qui se présente en tout lieu, parce que la réponse à la question « est-il facile de lever des fonds pour tous les contextes ?» la réponse est non. Et en tant que telle, elle pose des vraies questions fondamentales, j'ai envie de se dire que la vie d'un patient, d'un enfant ou d'un autre n'a pas la même valeur aux yeux des donateurs et des soutiens. Et je trouve que même si ça fait 23 ans que je travaille dans l'associatif, j'ai encore des motifs de m'insurger ou de trouver que les choses sont injustes. Je rentre dans le détail. J'ai vécu ça de plein fouet chez MSF. On va prendre l'exemple du tsunami. Au même moment, une catastrophe, évidemment, avec ce tsunami qui ravage les côtes d'un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Et à côté, déjà à l'époque, en 2004-2005, une situation complètement en dehors des radars au Darfour. Sauf qu'il y a une urgence qui lève 13 millions d'euros et l'autre qui en lève 0. Ça pose quand même déjà une question. Je l'ai retrouvé dans la recherche médicale. Mettre en avant un patient qui souffre de troubles psychiatriques ou psychiques ne suscitera pas la même empathie, la même émotion et le même soutien qu'un patient qui souffre d'une autre pathologie, d'un cancer ou d'autre chose. Et ça, c'est pas acceptable. Et j'ai vécu une troisième fois ça à l'UNICEF. On va prendre vraiment un exemple très très concret qui correspond d'ailleurs à la période à laquelle je suis arrivée à l'UNICEF. 2022, éclate le conflit en Ukraine. Évidemment, une catastrophe. S'applique évidemment la loi de la proximité, mobilisation sans précédent des Français, des entreprises, des particuliers. On lève 22 millions d'euros en un an, juste pour la réponse de l'UNICEF à l'Ukraine. Les besoins étaient très importants, je ne le remets pas en cause. Dans le même temps, en août 2022, le Pakistan et la région du Sindh est ravagée par des pluies torrentielles qui provoquent des inondations et des dégâts incroyables. 10 millions d'enfants affectés juste dans la région à cette époque-là. On collecte 400 000 euros, dont les 3/4 issus d'un seul mécène. Et là, c'est l'incompréhension. Je suis amenée à me rendre sur le terrain au Pakistan 6 mois après les inondations en janvier 2023. Fin janvier 2023, l'eau est encore à un niveau extrêmement élevé et les enfants vivent encore autour de ces espèces de mers d'eau qui ne sont pas redescendues, d'eau stagnante,
Ils vivent à côté, ils l'utilisent pour se laver, pour boire, donc avec tout ce que ça implique derrière comme conséquences en termes de maladies hydriques, etc. Et visiter tous les programmes UNICEF, dans lesquels l'UNICEF est assez seul d'ailleurs, sur les programmes de nutrition, programme WASH, programme santé, programme éducation aussi, parce que réassurer la continuité éducative, c'est évidemment clé. Et j'y étais avec un certain nombre de collègues, et moi je leur dis, et qui avaient l'air d'avoir réussi à lever davantage de fonds. Donc il y en a qui venaient d'Angleterre, des Émirats arabes unis, d'autres pays. Et puis on discute, et puis je dis, mais comment vous faites qu'est-ce qui fait que c'est différent dans votre pays, que vous arrivez à convaincre les donateurs, les entreprises, les associations, que sais-je, de s'engager. Et de commencer à m'expliquer que ils ont décidé, il y a quelques années, de se rapprocher de certaines communautés, de certaines associations, de leur parler du travail que faisait l'UNICEF dans les pays d'origine ou les pays dont ils étaient proches, et que de fil en aiguille, ils ont réussi à créer des relations de confiance et qu'ils ont réussi désormais à s'adosser le soutien de beaucoup de personnes de cette communauté et à lever des fonds considérables. Et donc là, le cheminement qui s'est fait, c'est que on s'est dit, mais si on fait une analyse critique de nous, la manière de notre marketing en fait, on s'adresse toujours aux mêmes gens, toujours avec les mêmes codes. On a admis qu'il y avait des repères assez historiques qui faisaient que oui, on va utiliser Noël qui est un gros levier de générosité pour y aller. Et à aucun moment on s'est posé la question, déjà de l'évolution du visage de la France, le fait qu'aujourd'hui, le visage de la France, c'est le visage d'une certaine diversité et que les repères des communautés et les temps forts de générosité n'étaient pas forcément ceux sur lesquels on avait l'habitude de jouer. Donc on est revenu au basique un peu du marketing, du bon message, à la bonne personne et au bon moment. Et à l'instar de ce qu'on fait sur le temps fort de Noël, on a décidé de le décliner sur d'autres temps forts de générosité, d'autres communautés. Du Nouvel An chinois, avec la petite enveloppe rouge qu'habituellement on remet à l'occasion du Nouvel An chinois, mais qu'on peut aussi décider de donner à une association, la période du Ramadan, la période de Diwali. Et en fait, de démultiplier ces points-là et de s'adresser juste aux personnes qui vont avoir cette sensibilité, de mettre en avant les terrains sur lesquels on agit et qui peuvent peut-être avoir une bonne résonance. Ça n'a pas été simple, parce que la frontière avec, d'une certaine manière, c'est pas le bon terme, développement du communautarisme qu'on peut nous reprocher, était là. Et je suis pas en train de dire, quand je t'explique ce cheminement-là, que quelqu'un d'obédience chrétienne ne va donner que pour des enfants de tel ou tel pays, ou à l'inverse, qu'un musulman ne va donner que pour certains internautes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est simplement d'adapter notre plan de communication pour être sûr que la mission, qui est complètement universelle de celle de l'UNICEF, et elle est en fait légitime auprès de l'ensemble des communautés, c'est simplement sur la présentation et ce qu'on va mettre en avant en termes de nature de l'action qui va différer. Et auquel cas, moi j'estime que là, on est dans notre cadre, dans notre éthique, dans nos valeurs, et qu'on reste droit dans nos bottes, et qu'on est même peut-être un peu plus que les autres, parce qu'on a décidé de s'adresser à tout le monde et pas seulement à une frange de la population. Oui, donc c'est un regard moderne sur la stratégie marketing. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail à l'UNICEF ? Je pense que j'ai une chance incroyable d'avoir la mission que j'ai. Au top de tout ça, évidemment, le sens, la cause. J'ai l'habitude de dire que c'est la plus belle des causes pour laquelle on travaille. La richesse incroyable. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'apprendre. Et en fait, je fais ça tous les jours. Aucun jour ne ressemble au précédent. Je dirais aussi la complexité. C'est quelque chose d'important à prendre en compte.
Travailler, je pense, dans l'associatif et dans l'humanitaire, c'est travailler pour le sens, mais c'est travailler avec des gens qui, il n'y a pas de tabou là-dessus, ont tous choisi de travailler dans l'associatif et ont tous renoncé à une part de la rémunération qu'ils pourraient avoir ailleurs. On retrouve les théories de feu l'anthropologue David Graeber, plus ton métier a du sens, un impact social, moins on te paye. Ça, c'est une théorie, on pourra en parler à un moment ou à un autre. Mais donc, du coup, tout le monde met un supplément d'âme dans son travail et est en attente de quelque chose de plus en termes de, pas de contrepartie, mais de reconnaissance, de valorisation, d'aller sur des nouvelles missions. Et ça crée vraiment à la fois une vraie richesse, parce qu'il faut se creuser la tête. On n'est pas la tête dans le guidon derrière un ordinateur à le refaire. On travaille avec des humains qui donnent plus, un petit supplément d'âme par rapport à autre chose, mais gérer cette complexité inhérente, parce qu'il faut le canaliser, il faut le border aussi. Et on en revient à une thématique, je pense, qui est très prégnante dans l'associatif et dans l'humanitaire, qui est la frontière entre vie perso, vie pro et motivation professionnelle et engagement personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement intéressant. Donc, quand je parle de complexité, il y a aussi ça. Donc, à la fois le fait de se retrouver dans le sens de la mission. Absolument. Ce qui crée une dynamique d'équipe très particulière qu'on ne va pas forcément retrouver dans le privé. Absolument. Qu'est-ce que l'humanitaire t'a appris ? Je pense que l'humanitaire t'apprend beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. On est peu de choses, même si on est un maillon de la chaîne essentielle. On aborde des thématiques qui vont toucher beaucoup de choses en termes de complexité. Donc, moi, je pense que c'est ça que ça m'a appris. Je pense également que c'est un domaine très exigeant qui nécessite de bosser, qui nécessite d'écouter, et puis qui nécessite, et là c'est d'autant plus vrai depuis, on va dire, un an et demi, de l'agilité. Il y a un mot qui est très galvaudé en ce moment qu'on utilise beaucoup, mais là moi je trouve qu'il est tellement vrai pour le secteur, qui est la résilience. Chaque jour qui se passe est différent et apporte une nouvelle catastrophe qui nécessite de tout revoir, tout s'adapter et accepter qu'on a pu être 6 mois sur un projet, c'est pas grave, on le laisse tomber parce que le contexte a changé et qu'il faut réagir. Donc je pense que c'est même les qualités indispensables si on veut travailler dans ce secteur-là en vrai. Et puis évidemment, en termes d'humanité, de référentiel, de valeurs, je pense que vraiment c'est un secteur qui est absolument singulier, même qui se démarque plus au sein du secteur associatif que le reste. Ça reste mon point de vue. Donc il faut peut-être avoir un certain nombre de qualités au départ, mais qu'on va réussir à développer ou qu'on Absolument. aura besoin de développer. Absolument. C'est ces qualités-là, oui, qui sont pour moi indispensables. Et en tout cas, la lecture que je peux en faire après cette vingtaine d'années-là, ça tourne vraiment autour de ces questions d'humilité, de résilience, d'écoute, d'agilité. Voilà. Qu'est-ce qui s'est avéré difficile pour toi dans l'humanitaire ? Ce qui a été difficile, je pense, à mon départ, c'est d'accepter que j'avais une place à occuper et de trouver la bonne place et de trouver le bon positionnement en réalité. Je pense, et encore une fois, j'adore le secteur associatif, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf sur le fait que l'engagement peut amener à des situations parfois un peu violentes, parce que chacun arrive avec sa force de conviction, avec beaucoup de choses, et donc forcément des grosses périodes de remise en cause, des grosses périodes de discussion. Et c'est vrai que quand je passe au CRIB, il y a des situations vraiment assez incroyables qu'on a pu vivre. Je n'arrive pas à savoir si
si c'est le cas par ailleurs dans le secteur privé, on va dire entreprise, parce qu'en vrai, j'ai jamais mis les pieds. Mais c'est vrai que les débats où chacun, on doit prendre des décisions tellement dures, c'est la vie de personne qui est en jeu en réalité. Donc nécessairement, ça apporte des débats enflammés et parfois, je ne sais pas si violence c'est le terme, mais en tout cas de fortes tensions, où on sent que chacun, même en ayant toujours en tête l'impératif de sauver des vies et de faire mieux et plus pour les patients, pour les gens, pour les enfants, ça amène effectivement parfois des choses dures, des relations qui peuvent être parfois costauds. Je pense que j'ai eu du mal au démarrage entre l'image qu'on s'en fait d'un secteur associatif avant tout bienveillant et finalement le principe de réalité et les questions éthiques fondamentales auxquelles on est confronté qui sont très lourdes en termes de responsabilité au final et qui peuvent du coup générer parfois des tensions qui sont assez fortes. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré et que je comprends parfaitement. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur au démarrage. Sans compter que le fait effectivement de s'engager par rapport à un mandat et à un sens et donc de éventuellement faire des concessions en termes de salaire implique un investissement personnel et viscéral qui peut être très différent, donc avec des réactions beaucoup plus vives. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et encore une fois, les gens viennent et on fait cette acceptation-là, et c'est OK. Enfin, je veux dire, il y a pas, moi là-dessus, j'ai pas de remise en cause, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir écouter, intégrer, mais canaliser de temps en temps cet engagement personnel et ces convictions pour nous assurer que ça ne porte pas préjudice à l'efficacité de nos missions sociales, que ça restera cohérent avec le cadre. Et ça, c'est très exigeant. C'est hyper riche, mais c'est très exigeant. À ton avis, quelles sont tes qualités qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui ? Je pense que si je regarde depuis que j'écoute un peu les retours qui m'ont été faits, on a tendance à me dire que je suis un tempérament persévérant et besogneux. Je ne me mets pas dans la catégorie des gens talentueux, tu sais, les gens énervants qui à l'école révisaient pas et puis avaient la meilleure note au DS de maths. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis celle qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de me nourrir de l'ensemble. J'écoute énormément. J'écoute ce que les gens disent, j'ai besoin de me nourrir des points de vue, j'ai besoin d'être une éponge en fait pour comprendre ce qui fait. Et avant d'être capable, quand j'ai intégré une nouvelle structure, d'émettre un point de vue, parfois les gens me disent mais elle parle pas. Bah oui, mais pour l'instant j'écoute pour pouvoir élaborer un point de vue et le faire. Et voilà, besogneuse et persévérante, ça c'est sûr. J'imagine que je dois avoir un petit surcroît d'humanité et d'engagement. Je pense que je suis quelqu'un qui a des convictions. Et voilà, après, on pourrait me poser la question quels sont mes défauts, mais on n'ira pas là-dessus. En tout cas, en termes de qualité, c'est si j'en fais une lecture un peu critique, c'est ce qui m'a aidée en tout cas. Quels seraient les conseils que tu donnerais à une Marie-Charlotte de 22 ans qui souhaiterait rentrer dans l'humanitaire aujourd'hui ? Aujourd'hui eh bien, j'aimerais bien être une Marie-Charlotte 22 ans en 2026 parce que les possibilités de s'engager sur un métier à impact, de manière générale, sont beaucoup plus larges que ce qu'elles étaient en 2002, en réalité, où ça restait quand même un petit combat pour le faire. Donc, moi, mes conseils, c'est déjà d'être bien clair sur ce qu'on veut faire. J'entends de plus en plus, et franchement, je trouve que c'est une super nouvelle, de gens qui sont en quête de sens, qui veulent un métier différent, qui font elles-mêmes pression parfois sur leurs organisations et leurs entreprises
pour qu'elle s'engage d'un point de vue de la responsabilité sociale. Et je trouve que c'est la meilleure nouvelle du monde. Donc, la première question, c'est c'est déjà de se dire, aujourd'hui, tu veux faire un métier qui a du sens et qui a de l'impact. Évidemment, l'humanitaire est évidemment une possibilité, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, se renseigner, rencontrer du monde, les gens sont ouverts, les gens qui ont eu cette expérience-là sur leur vécu. L'humanitaire, c'est un domaine magnifique, qui a tellement de sens et dans, en tout cas, ma propre matrice personnelle, et ça n'est pas une vérité générale, qui est au-dessus de tout en termes de cause, mais voilà, qui est exigeant, qui nécessite d'avoir une vraie hygiène de vie, qui nécessite de se poser un certain nombre de questions, qui nécessite de faire des compromis et des concessions. Donc voilà, de se poser ces questions-là, d'aller à la rencontre des gens. Moi, c'est mon seul truc, rencontrer des gens, leur parler. Ça a toujours été la manière avec laquelle j'ai avancé, quoi. Les questionner. Mais bon, en filigrane, je lui dirais quand même fonce. Donc il y a encore du travail. Bien sûr qu'il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup, je pense, d'autocensure ou de gens qui réalisent tard, finalement, qui sont un peu trompés de voie et qui voulaient faire autre chose. Et on a tendance à mettre nos métiers un peu à part. Ah bah, by the way, si tu veux, il y a aussi ça. Mais c'est pas dans le corpus des métiers, des professions, des secteurs de base. Ça reste encore à part. Donc oui, bien sûr, il y a encore du boulot, même si ça a évolué, encore une fois, très très positivement jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge finalement pour rentrer. On peut parfaitement rentrer en cours de carrière. Mais bien sûr. Et quand on regarde la diversité des personnes qui travaillent en France, à l'UNICEF, à l'international, ils ont tous eu des vies et des parcours qui sont complètement différents. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre organisation, c'est de se nourrir d'expériences très différentes, mais qui arrivent à toutes converger en termes de corpus de valeurs vers le même objectif, et ça, c'est génial. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager ? Je vais partager mes conseils de lecture que j'ai adoptés au démarrage. Ma réponse, c'est tout Broman. Utopie sanitaire, Pensée dans l'urgence, toutes les publications du Crash. Navré de le dire, mais ça a toujours été ma bibliothèque de base. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai appris des choses. Et je le dis, mais vraiment avec une vraie sincérité, je n'ai pas vu ailleurs de production qui apporte ce regard tellement juste et critique sur l'action humanitaire, mais avec quelque chose de très accessible par ailleurs. Et je dirais pas des évidences, mais des raisonnements qui sont tellement limpides. Moi, ça a forgé vraiment une culture humanitaire de base, et je m'en suis nourrie à mon démarrage, et j'ai fait toute cette bibliothèque-là. D'ailleurs, je me suis dit en préparant notre conversation qu'il faudrait que je les réouvre et que je les relise, mais c'est mon conseil numéro 1. Donc les écrits donc le Crash, c'est le centre de recherche sur l'action et le savoir humanitaire, qui est un centre de recherche de Médecins sans frontières et qui s'interroge et qui revisite les actions de MSF, les grandes crises humanitaires. Et donc il y a tout un tas de publications qui sont disponibles sur Internet, et puis les écrits de Ronnie Broman, un certain nombre, qui sont disponibles aussi. Absolument. Marie-Charlotte, merci beaucoup pour ton temps. Merci Clémentine, c'était un plaisir. C'était passionnant. Merci.